Et donc tu nous as préparé une chronique sur ces parties que l'on ne finit pas. Exactement. Alors, nous le savons, le jeu est théoriquement conçu pour être mené à son terme. Et ça constitue une expérience complète et structurée. Pourtant, la réalité ludique est bien plus nuancée. Nombreuses sont les parties interrompues avant leur conclusion naturelle ou celle qui a été conçue et pensée par le game designer. Qu'il s'agisse d'un déséquilibre stratégique rendant inutile la poursuite, d'une lassitude émergente au sein des joueurs, d'un conflit interpersonnel ou encore de contraintes temporelles externes, les raisons menant à l'interruption prématurée d'une partie sont variées. Ce phénomène est d'autant plus central en contexte pédagogique où le jeu peut être suspendu dès lors que l'objectif d'apprentissage, l'objectif principal, est atteint. Alors je vous propose d'analyser ensemble les facteurs qui influencent ces interruptions et leurs implications pour le game design et la pédagogie surtout. On s'intéressera aussi à ce que cette perception sociale autour de l'inachèvement ludique. Alors tout d'abord, pourquoi on interrompt des parties? La décision d'abandonner une partie, ça repose souvent sur un ensemble de facteurs liés à la dynamique interne du jeu et aux interactions entre joueurs. L'un des premiers éléments à considérer est le déséquilibre stratégique. Dans un jeu comme Terraforming Mars, lorsqu'un joueur prend une avance trop considérable en produisant des ressources, la poursuite peut devenir futile pour les adversaires. De même, sur des parties de jeu encore plus longues comme Twilight Imperium, on peut avoir des situations où une faction impose une telle domination que les derniers tours sont avec une issue inéluctable et donc ces derniers tours sont un peu pénibles et anecdotiques. Cette perception d'une issue déjà écrite est un des facteurs clés de l'abandon volontaire. Un deuxième élément central est l'épuisement cognitif et temporel. Et ou temporel. Certains jeux s'étendent sur des durées trop longues, provoquant ainsi une fatigue qui incite les joueurs à s'interrompre. Risk, Talisman, Gloomhaven en sont des exemples classiques. D'ailleurs, le Monopoly est un des jeux Mmh. les plus joués et en même temps l'un de ceux qui est le moins fini. Le moins fini. Je crois que j'avais lu quelque part que c'est 8 à 9 ou 8 ou 9 parties sur 10 qui n'allaient pas à son terme. La Mmh. lenteur des tours, couplée à l'accumulation de micro-décisions, peut générer une forme de lassitude, surtout en l'absence donc de tension dramatique, qui est un moteur essentiel à tout jeu. Il y a aussi ce que j'appelle les dynamiques interpersonnelles. Et ça joue un rôle crucial dans l'arrêt des parties. Diplomatie, c'est un exemple vraiment très célèbre de jeu où la rupture sociale peut mener à un abandon collectif. Les tensions accumulées au fil des négociations, les trahisons en particulier, peuvent provoquer des désistements abrupts, des divorces parfois, transformant la partie en un exercice de gestion de conflit plus qu'en une expérience ludique satisfaisante. Room 25, un jeu qu'on aime bien ici, de manière similaire, peut exacerber les rivalités et pousser certains joueurs à cesser prématurément le jeu. J'ai souvenir, et donc on a une petite émotion pour elle, Ouais. d'une ancienne collègue qui est partie d'ailleurs, qui a traversé l'Atlantique pour nous fuir, mais qui avait dû être éjectée, qui avait été poussée dans une salle. Ouais, après Voilà. vérification, je crois que c'était pas dans les règles. C'était pas dans la, il n'y avait pas Il le me droit de le semble, faire il au y avait pas le premier droit de le tour, faire au ouais, premier tour. pour vérifier. Ouais. Ouais. Donc Agathe, on pense toujours à toi. Alors enfin, il y a aussi des fois où on arrête parce qu'on va découvrir tardivement qu'il y a une erreur de règle qui vient invalider la session entière. Dans Sight, un mauvais calcul sur l'acquisition des ressources, ça peut fausser l'équilibre économique entre joueurs. Dans Route aussi, j'ai souvenir, moi, d'une partie où une mauvaise interprétation des capacités asymétriques des factions, pardon, ça avait conduit à une domination qui était finalement injustifiée. Et donc ça, c'est très frustrant pour les autres joueurs qui n'ont pas spécialement envie de finir la partie. Donc quand ça sont détectés trop tard, ça altère irrémédiablement la valeur perçue de la partie et incite à l'arrêt immédiat. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur un univers généralement à qui je laisse l'exclusivité à, à mon voisin de droite, dont j'ai oublié le prénom, Merci. Arthur. Oui. Et donc, c'est le concept de churn, je voudrais vous parler. Donc, je vais aller un peu dans l'univers de l'industrie du jeu vidéo. Donc, dans l'industrie du jeu vidéo, le taux d'abandon des joueurs est un indicateur qui est souvent extrêmement étudié et qui révèle les défis liés à l'engagement et à la rétention. Donc, selon une étude d'Adjust, 94% des joueurs mobiles abandonnent un jeu dans le mois suivant son installation. Mais même, ça va même pire que ça, parce qu'au bout d'une journée, 70% d'entre eux ont déjà désinstallé le jeu. Donc,
Ce phénomène est très visible donc, dans ces jeux mobiles qui sont hyper casual et où il y a aussi une offre pléthorique. Et généralement, il y a un faible coût, voire pas de coût d'entrée. Et donc, on a une consommation qui est très volatile. Mais même en élargissant au spectre des jeux plus complexes, dans une étude de 2019 qui s'appelle Understanding Player Engagement and In-Game Purchasing Behavior, ici, cette étude a montré que seulement 22% des joueurs terminent les jeux vidéo qu'ils commencent. Donc ça laisse à dire qu'il y a donc 4 joueurs sur 5 qui abandonnent avant la complétion de l'expérience, telle qu'elle avait été conçue et proposée. C'est comme si quelque part, voilà, on avait pour un film, pour une œuvre culturelle, les 4/5e des personnes qui quittaient la salle au bout d'un quart d'heure. Oh, c'est nul. Ou bien pour un tableau, je ne regarde qu'une partie, puis j'arrête. Voilà. Donc on a un rapport à ce média qui est un petit peu différent et qui aussi laisserait éventuellement à dire. Donc ce phénomène, on le désigne sous le terme de churn. Nos collègues des sciences de management et sciences économiques connaissent bien ce terme-là. Ça désigne la perte progressive de clients, ici de joueurs, quittant le jeu avant d'avoir atteint son terme. Et donc, il y a plein de choses qui influencent le churn, comme la difficulté excessive d'un jeu, le manque d'intérêt pour l'histoire, le gameplay très répétitif, trop répétitif. Ça, c'est une des choses qui revient souvent. Ou encore, bien sûr, la durée qui est jugée trop longue. J'ai un cas emblématique en tête, celui de EVE Online. Ici, 52% des joueurs, c'est un MMORPG. Un Meuporg. Merci, cherche le Porg. Un Meuporg, ça sera plus facile. MMORPG, voilà, c'est ça que je voulais dire. Qui se passe dans l'espace. Moi, que j'aime bien, d'ailleurs, j'avais bien aimé. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup joué. Et ben, en fait, 52% des nouveaux joueurs quittent le jeu dans les 2 premières heures et ils n'y reviennent jamais. Et donc, souvent, en raison d'une courbe d'apprentissage qui est un peu abrupte, une interface qui n'est pas forcément ultra intuitive. Et donc, ça, c'est quelque chose que l'on voit aussi dans les jeux narratifs, où on ne va pas accrocher avec l'univers, avec le graphisme. Et donc, ici, on a, de manière générale, autour du jeu, vidéo et de plateau, on a quand même ces abandons massifs dont il faut tenir compte. Alors, on va se poser une autre question. Est-ce qu'il faut toujours terminer un jeu? Est-ce que c'est mal de quitter le jeu? J'espère pas, parce que ça m'arrive quand même super souvent. Alors, certains jeux n'exigent pas nécessairement d'être menés à terme pour être jugés comme ayant accompli leur fonction ludique. L'abandon peut être une composante intrinsèque du design, notamment dans les jeux où la reddition est une stratégie viable. Dans les échecs ou le Go, il est admis qu'un joueur en position de défaite, il peut se retirer dignement sans avoir à poursuivre une fin inéluctable. Et effectivement, moi, ça m'arrive souvent. Je suis plutôt pas mauvais en mid-game, et j'ai du mal sur mes end-game, mais souvent les gens pensent qu'ils vont perdre, alors qu'en fait, s'ils duraient, peut-être qu'ils arriveraient à renverser la situation. Et ici, donc, c'est codifié. Donc, soit on renverse le roi, le plus souvent, on tend sa main, ou alors on appuie sur le bouton du téléphone. On appuie. Abandonner le petit drapeau. Ah oui, le petit drapeau sur le truc. Mais sinon, on appuie, on arrête le timer. Ça, genre, en compétition, ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que si on arrête le timer, ça veut dire soit qu'on abandonne, soit qu'on va chercher l'arbitre. Mais je crois que j'ai jamais vu. C'est pas. Nous ne faisons pas. On serre la main, c'est ce que je disais. Ouais, c'est le plus classique. Et renverser le roi, c'est un peu dramatique. De fait, on le voit pas des masses. C'est vraiment la pièce. Donc, le poker, c'est aussi un autre jeu où, lorsque en fait, la mécanique interne du terme, ça repose sur sa capacité à se retirer d'un tour ou d'une partie lorsque la situation devient défavorable ou qu'on pense avoir eu suffisamment de gains. Ici, l'abandon, c'est une mécanique qui est une mécanique stratégique qui est à part entière. Dans le domaine des jeux narratifs, l'absence de conclusion formelle est une des caractéristiques courantes. Dans les jeux de rôle, et même dans les jeux de plateau comme Once Upon a Time, Détective, Time Story, eh bien, il y a une tendance où la narration prime sur la résolution strictement telle que définie. Ici, l'interruption du jeu ne signifie pas nécessairement une expérience incomplète, mais ça peut être au contraire perçu comme une issue naturelle à une trajectoire ludique. On a pris du plaisir, on a joué un certain temps, puis au moment, on pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à découvrir. Néanmoins, c'est vrai que la réception sociale de l'inachèvement ludique, ça varie évidemment suivant le type de joueur. Certains considèrent qu'une partie non conclue constitue une forme d'échec, échec collectif, tandis que d'autres attachent une importance primordiale au processus plus qu'à la finalité. Cette divergence, elle explique pourquoi des jeux comme Ark Nova, qui reposent sur des dynamiques d'optimisation progressive, avec un design qui ne fait pas non plus l'unanimité, eh bien, ce jeu-là, il peut frustrer certains joueurs
Alors que lorsque la partie s'interrompt prématurément, tandis que d'autres vont valoriser, excusez-moi, uniquement l'expérience de jeu en cours. Donc, on a ces éléments-là à prendre en compte. Et ça nous amène à avoir une perspective évidemment pédagogique, nous autres dans nos contextes, que faire de ces histoires d'abandon. Donc, dans un contexte pédagogique, éducatif, l'abandon d'une partie est parfois délibéré, décidé par l'enseignant, car, selon ce dernier, l'objectif premier n'est pas la victoire, mais l'acquisition d'un savoir ou d'une compétence, d'un apprentissage. Une simulation économique ou un jeu autour d'un processus économique, eh bien, il peut être arrêté dès lors que les étudiants ont assimilé correctement les principes de l'offre et de la demande, par exemple. Et l'enseignant n'aurait pas besoin de faire encore X tours pour savoir qui gagne dès l'instant où finalement, il lui semble que le message est passé. Un jeu de rôle historique peut être également suspendu dès que les interactions sociales ont permis d'illustrer le phénomène qui nous intéressait. Un serious game environnemental peut, lui, ne pas aller à son terme, une fois de plus, si l'essentiel du raisonnement critique a été mobilisé. Donc l'enjeu principal, je pense, en contexte pédagogique, n'est pas de finir ou pas finir le jeu, c'est d'avoir une perception des participants. Est-ce que l'interruption prématurée, ça va nuire à l'expérience d'apprentissage ? Est-ce que ça ne va pas trop frustrer les joueurs et qu'ils ne retiendront que cette frustration et pas l'apprentissage qu'ils viennent de faire? Donc, il y a une étude qui a été menée en 2007, qui date un petit peu, par G, sur les jeux vidéo éducatifs et qui souligne l'importance d'un débriefing post-jeu. Et notamment que ce débriefing, eh bien, ils viennent expliquer éventuellement pourquoi on a arrêté le jeu et qu'on n'a pas été à son terme. Et donc, comme souvent, cette phase-là, elle est vraiment, on radote, mais c'est une des réalités. Elle revient systématiquement. Donc, un jeu, il peut être exploité de manière pertinente, avec ou sans sa fin naturelle, ou du moins telle qu'elle a été pensée par le game designer, à condition, une fois de plus, que les acteurs impliqués aient une vision claire de ce qui a été expérimenté et qu'on leur explique pourquoi eh bien, on n'a pas été au terme de l'issue du jeu, mais bien qu'on ait été au terme de l'apprentissage. Alors, je vais conclure avec une réflexion un peu plus générale sur l'inachèvement. Et sur l'inachèvement et ce que c'est un échec. Ça va me permettre de parler d'un de mes auteurs préférés, si ce n'est mon auteur préféré. Et c'est pas Vladimir, c'est mon auteur de littérature. Donc le jeu, il est souvent perçu comme une microstructure narrative où la fin vient valider le parcours effectué. C'est en ce terme-là souvent qu'on a cette idée de narration avec une mise en intrigue, un développement et une conclusion comme tout bon récit. Eh bien, l'absence de conclusion ne signifie pas nécessairement l'échec de l'expérience. Nombreuses sont les parties inachevées qui restent mémorables précisément en raison de leur interruption. Les fois où on s'est justement fâché ou parce qu'on a découvert qu'il était interdit de gagner c'était à Conqueror, c'est ça où on est Successors, premier tour, ouais. Premier tour, il n'y avait pas le droit de gagner. Bon, bah voilà, on s'en souvient d'ailleurs. Et donc, les retournements de situation dramatiques, les confrontations avortées, voilà. Une impasse stratégique, des fois ça arrive aussi. Dans la poétique, Aristote définit la fin comme ce vers tout. Aristote définit la fin comme ce vers quoi tout tend. Mais dans le cas de Ludique, cette affirmation, je pense qu'elle doit être interrogée. Est-ce que c'est véritablement la fin qui donne son sens? Ou est-ce que c'est le déroulé du jeu lui-même? Il semble nécessaire d'adopter une approche assez nuancée, parce que l'intérêt du jeu, ça réside moins dans son accomplissement final, je pense, que dans la qualité de son déroulement. J'en suis convaincu. Et pour cause, la majorité des joueurs rejoignent dans leur pratique cette réalité-là. Ils ne finissent généralement pas nécessairement, donc il y a des exceptions. Alors ainsi, plutôt que considérer l'inachèvement comme un échec, nous pourrions envisager les jeux comme des espaces où l'expérience prime sur la finalité. Umberto Eco, c'est lui mon auteur préféré, dans l'œuvre ouverte, qui est un de ses premiers qui doit dater, je me demande si c'est même pas des années, fin des années 50, cet ouvrage-là, ou au début des années 60. Umberto Eco, dans l'œuvre ouverte, nous invite à penser que l'inachèvement peut enrichir une œuvre en permettant des interprétations multiples et évolutives. D'ailleurs, dans toute l'œuvre d'Umberto Eco, on a généralement ces fins ouvertes. À la fin de Baudolino, son récit sur le mensonge, où il conclut en disant « Je laisse à un plus menteur que moi finir cette histoire ». J'aime beaucoup cette image-là. Donc, appliqué au jeu, cela suggère que certaines parties interrompues ne sont pas des échecs, mais des moments significatifs en eux-mêmes. Certains jeux sont conçus pour ne jamais être véritablement terminés. Et je pense que dans les jeux vidéo, on a aussi ce type de game design où on s'inquiète assez peu
de la fin, parce que si déjà ils ont passé 40, 50, 70 heures à jouer, finalement, j'ai envie de dire que le marché, il est conclu. En fin de compte, la partie interrompue n'est peut-être pas une partie perdue, mais simplement une autre manière d'habiter le jeu, une œuvre ouverte où chaque joueur laisse sa trace, victorieuse, durable et magnifique. Ça, c'est des petites interprétations de fin de chronique. Merci beaucoup, Jérôme. C'était un peu long. Je me suis aperçu, je me suis dit, mais pourquoi il y a 7 pages aujourd'hui? J'ai essayé de compter les pages, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais moi aussi, ça s'arrête jamais. Je me suis dit, Il a imprimé 2 fois. J'ai imprimé en double une page. Ça ne s'arrête jamais. Ça s'arrête pas. C'est le Je voyais calvaire. l'heure là. C'est passionnant. Mais c'était passionnant, on fait était nuit. captivés.